Ce matin-là, au 40e étage de la tour la plus prestigieuse de Paris, une confrontation allait avoir lieu qui bouleverserait à jamais deux vies brisées. Quand la PDG la plus redoutée de France convoque un simple agent d'entretien dans son bureau, c'est que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une petite fille de 5 ans vient de crier « Maman !» dans un ascenseur bondé, en tendant les bras vers une femme qui n'a pas souri depuis 3 ans. Si vous croyez que parfois, les enfants voient ce que les adultes ont oublié de chercher, cette histoire va vous bouleverser. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Elise Morrow, 42 ans, PDG de l'Empire Morrow Industries, n'avait convoqué personne dans son bureau depuis 3 années. Pas comme ça, pas avec cette lueur dangereuse dans ses yeux gris acier. Pourquoi votre fille m'appelle-t-elle maman? La question frappa Julien Rousseau comme une gifle glacée. Tout l'immeuble était déjà au courant. Une petite fille de 5 ans avait crié « Maman !» dans un ascenseur bondé, tendant ses bras potelés vers une PDG qui n'avait pas souri depuis la mort de sa propre fille. Julien ne s'y pas. Il regarda cette femme qui tremblait derrière son bureau de verre et prononça la seule vérité qu'il connaissait. Parce qu'elle ne sait pas à quoi ressemble une maman, elle sait seulement ce que ça fait d'en avoir une. Elise Morrow, la reine de glace d'un empire de 2 milliards d'euros, resta sans voix. Les mots qui allaient suivre allaient les briser tous les deux. Julien Rousseau travaillait de nuit dans la tour Morrow depuis presque 2 ans maintenant. Il poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs de marbre longtemps après le départ du dernier cadre supérieur. Le poste était payé 12 € de l'heure. Ce n'était pas grand-chose, mais il offrait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. De la flexibilité. Son chef, un homme fatigué nommé Gérard, qui en avait trop vu pour poser des questions, le laissait pointer à 18 h et terminer à 2 h du matin. Cet horaire lui permettait d'aller chercher sa petite Emma à la maternelle à 15 h, de passer l'après-midi avec elle, de lui donner à dîner et de la coucher avant de partir travailler. Ce n'était pas parfait. Rien n'avait été parfait depuis la mort de Claire, mais c'était suffisant pour tenir le coup, et certains jours, tenir le coup était déjà beaucoup demandé. Le problème, c'était les trous dans son planning. La babysitter d'Emma, une ancienne institutrice à la retraite nommée Madame Dubois, qui habitait 2 portes plus loin, avait été fiable pendant 18 mois d'affilée. Puis sa sœur était tombée malade, et soudain, Julien s'était retrouvé face à un planning plein de vide. Il avait tout essayé. Les voisins, la garderie paroissiale, même une adolescente du quartier qui jurait qu'elle était douée avec les enfants. Rien ne fonctionnait à long terme. Alors, les soirs où il n'y avait personne d'autre, Julien faisait la seule chose possible. Il emmenait sa fille au travail. Au sous-sol de la tour Morrow se trouvait une pièce de stockage à côté des chaufferies. Un espace exigu, rempli de vieux meubles de bureau et de dossiers oubliés. Julien y avait traîné un petit canapé des mois plus tôt, le genre avec des coussins décolorés et une légère odeur de poussière. Emma l'appelait son fort secret. Elle s'y installait avec son ours en peluche tout usé, un vieux machin nommé Monsieur Câlin qui avait tant été lavé que sa fourrure était aplatie, et elle dessinait jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Julien venait vérifier toutes les 30 minutes, le cœur serré à chaque fois qu'il ouvrait cette porte. La culpabilité ne le quittait jamais. Une enfant de 5 ans ne devrait pas passer ses nuits dans un sous-sol, mais l'alternative était pire. Plus de travail, plus d'appartements, plus rien à manger. Emma ne se plaignait jamais. C'était ça qui le brisait le plus. Elle vivait ses nuits comme des aventures, murmurant à Monsieur Câlin des histoires sur le château qu'ils exploraient, demandant à son papa s'il y avait des dragons dans la chaufferie. Elle avait l'imagination de sa mère, cette capacité magique à transformer le laid en beau. Et elle avait aussi ses yeux, grands, bruns, emplis d'une lumière qui n'aurait pas dû exister chez une enfant qui avait déjà tant perdu. Parfois, Julien la regardait dormir sur ce vieux canapé, ses petites chaussures roses, encore aux pieds, parce qu'elle refusait de les enlever et il sentait quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ces chaussures, Claire les avait achetées 2 semaines avant l'accident. Elles étaient devenues trop petites, serrant les orteils d'Emma, mais elle ne le laissait pas les remplacer. C'est maman qui les a choisies, disait-elle, comme si cela expliquait tout. Et peut-être que oui. Les questions avaient commencé environ 1 an après la mort de Claire.
Emma avait 3 ans, juste assez grande pour remarquer que les autres enfants de la garderie avaient une maman qui venait les chercher, qui leur faisait des tresses, qui embrassait leurs bobos. Papa, avait-elle demandé un soir, sa petite main tirant sur sa manche. Qu'est-ce qu'elle fait, une maman? Julien s'était figé. Comment expliquer une mère à une enfant qui ne se souviendrait jamais de la sienne? Il ne pouvait pas lui montrer des photos. Emma ne reconnaissait pas la femme sur les images. Elle ne faisait pas le lien entre ce sourire figé et quelque chose de réel. Alors, il lui avait raconté ce qu'une maman faisait. Une maman, c'est celle qui s'agenouille quand tu tombes, qui lasse tes chaussures et vérifie 2 fois, parce qu'une seule fois, ce n'est jamais assez. Une maman, c'est celle qui te regarde comme si tu étais la chose la plus importante au monde, qui sourit rien qu'en voyant ton visage. Une maman, c'est la chaleur, la sécurité, la sensation d'être importante. Emma avait écouté attentivement, hochant lentement la tête, et à partir de ce jour, elle avait cherché sa maman partout. La première fois qu'Élise Moreau avait vu la petite fille, c'était un mardi soir à 23h j'irais. Elle était restée tard pour relire des contrats, comme elle le faisait tous les soirs, parce que rentrer chez elle signifiait se retrouver seule dans son immense appartement terrasse du 16e arrondissement, face au silence et aux souvenirs. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes sur le parking souterrain et là, assise en tailleur sur le béton, entourée de crayons de couleurs éparpillés, il y avait une enfant. Le souffle d'Élise s'était coupé. La fillette ne devait pas avoir plus de 5 ans, avec des cheveux bruns en bataille retenus par un élastique de travers et une paire de chaussures roses bien trop petites pour ses pieds. Elle fredonnait quelque chose sans mélodie, complètement absorbée par son dessin, et n'avait levé les yeux que lorsque les talons d'Élise avaient claqué sur le sol. « Bonjour » avait dit la petite d'une voix joyeuse, comme si croiser une inconnue dans un parking à 23h était la chose la plus normale du monde. Ses yeux étaient grands, curieux, totalement dépourvus de peur. Élise n'avait pas répondu. Elle ne pouvait pas. Son regard s'était fixé sur ses chaussures roses, éraflées aux orteils, les scratchs effilochés, exactement la même teinte bubblegum que Léa adorait. Pendant 3 secondes qui avaient paru une éternité, Élise n'avait pas pu bouger, pas pu respirer, pas pu faire autre chose que fixer ses chaussures et sentir quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Puis elle avait tourné les talons et était partie. Ses pas résonnant trop fort dans le parking vide, ses mains tremblantes tellement qu'elle arrivait à peine à tenir ses clés. Elle s'était jurée de ne pas revenir à cette heure. Elle s'était dit que ce n'était rien, juste une enfant, juste une coïncidence, juste une paire de chaussures qui ressemblait par hasard à un fantôme. Mais le lendemain soir, Élise s'était retrouvée à quitter son bureau à 23h encore. Et le surlendemain aussi. La petite n'était pas toujours là. Parfois, le couloir du sous-sol était vide, et Élise ressentait alors quelque chose qui aurait pu être de la déception si elle s'était autorisée à le nommer. Mais quand la fillette était présente, Élise ralentissait le pas, laissait son regard s'attarder un instant sur cette petite silhouette avec ses crayons, son ours en peluche et ses chaussures roses. Elle ne parlait jamais, ne s'approchait jamais. Elle observait de loin, comme on regarde un feu quand on sait que sa chaleur peut vous brûler. La 4e nuit, la petite l'avait remarqué. « Bonjour, madame de l'ascenseur », avait-elle lancé en agitant un crayon rouge dans sa main. Élise avait hoché la tête, raide, et avait continué son chemin. Mais quelque chose avait bougé en elle. Une fissure était apparue dans le mur qu'elle avait construit. La 5e nuit, la petite pleurait, de petits sanglots saccadés qui rebondissaient sur les murs en béton. Elle était recroquevillée dans un coin, les genoux contre la poitrine, le visage enfoui dans la fourrure usée de son ours. Les néons avaient grillé, une panne électrique de 10 secondes peut-être, mais au sous-sol, 10 secondes de noir, c'était une éternité. Élise était restée à 20 mètres, la main plaquée contre le mur froid, regardant cet enfant trembler de peur. Elle n'était pas allée vers elle. Elle n'avait pas pu, mais elle était restée là jusqu'à ce que les pleurs cessent, jusqu'à ce que la petite relève la tête et voie cette silhouette dans l'ombre. « Toi aussi, tu as peur du noir ?» avait demandé la fillette d'une voix encore tremblante. La gorge d'Élise s'était serrée. Oui, s'était-elle entendue répondre. C'était le premier mot qu'elle adressait à l'enfant,
et ce n'était pas un mensonge. Elle avait peur du noir, pas de l'absence de lumière, mais de l'obscurité qui vivait en elle depuis 3 ans, ces ombres qui s'infiltraient dès qu'elle s'arrêtait assez longtemps pour ressentir. La 6e nuit avait tout changé. La petite se débattait avec ses lacettes. Les scratchs de ses chaussures roses avaient enfin lâché, et ses petits doigts n'arrivaient pas à défaire le nœud que Julien avait fait le matin. Elle tirait, le visage crispé de frustration, et puis elle avait trébuché. Ce n'était pas une grosse chute. Ses genoux avaient cogné le béton, ses paumes avaient raclé la surface rugueuse, mais le petit cri de surprise et de douleur qu'elle avait poussé avait traversé Élise comme un couteau. Avant de comprendre ce qu'elle faisait, Élise s'était avancée. Ses talons claquaient sur le sol, son tailleur de créateur bruissait tandis qu'elle s'agenouillait et que ses mains, celles qui signaient des contrats à plusieurs milliards, celles qui avaient bâti un empire de rien, saisissaient doucement la chaussure de la fillette. « Laisse-moi faire », avait murmuré Élise. Elle avait noué les lacets lentement, méthodiquement, comme elle le faisait chaque matin pour Léa avant l'école. Quand elle eut fini, elle tira dessus pour tester, puis tira encore. Une fois, ce n'était jamais assez. C'est ce que Léa disait en riant quand Élise vérifiait 2 fois ses nœuds. Les doigts d'Élise tremblaient quand elle reposa le pied de la petite par terre. « Tu es une maman, toi ?» avait demandé l'enfant. La question avait frappé Élise comme un coup physique. Elle avait levé les yeux vers ses grands yeux bruns, pleins d'une curiosité innocente. Et pendant un instant terrible, elle avait oublié comment respirer. Elle s'était relevée brusquement, les genoux protestant, le cœur cognant contre ses côtes. Elle n'avait pas répondu. Elle n'avait pas pu répondre. Elle avait tourné les talons et était partie plus vite qu'avant, presque en courant, ses talons claquant sur le béton comme des coups de feu. Derrière elle, elle avait entendu la voix de la petite crier quelque chose, mais elle n'avait pas arrêté. Elle n'avait pas pu s'arrêter. La semaine suivante, cela s'était produit dans l'ascenseur. Élise sortait d'une réunion du conseil d'administration, l'esprit plein de chiffres et de prévisions, quand les portes s'étaient ouvertes au rez-de-chaussée. Un agent d'entretien était entré avec sa fille. Les yeux de la petite s'étaient écarquillés. Elle avait pointé Élise du doigt comme une flèche et avait crié de toutes ses forces. « Maman !» L'ascenseur s'était figé dans le silence. 3 cadres, 2 assistantes et un agent de sécurité s'étaient tournés pour regarder. Élise avait senti le sang quitter son visage. L'agent d'entretien, un homme grand aux yeux fatigués et à la combinaison tachée d'huile, avait eu l'air mortifié. Il avait attrapé la main de sa fille et murmuré quelque chose d'urgent. Mais la petite n'écoutait pas. Elle se tendait vers Élise, le visage illuminé de joie, comme si elle venait de retrouver quelque chose de précieux qu'elle croyait perdu pour toujours. « Maman, tu es revenue !» Les portes s'étaient ouvertes. Élise s'était enfuie. Le lendemain midi, les murmures avaient envahi tous les étages de la tour Moreau. La PDG et l'agent d'entretien, la reine de glace et l'enfant mystérieuse. Élise entendait des bribes partout où elle allait, des conversations étouffées qui s'arrêtaient net quand elle approchait, des regards en coin de la part d'assistantes qui pensaient qu'elle ne remarquait rien. Elle remarquait tout, elle avait toujours tout remarqué, et elle remarquait surtout la façon dont on la regardait maintenant. Plus avec de la crainte ou du respect, mais avec quelque chose de pire. De la curiosité, de la pitié, des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle ne les comprenait pas elle-même. Cet après-midi-là, elle avait appelé la responsable des ressources humaines. « Trouvez-moi qui est cet agent d'entretien, celui avec la petite fille. Son nom, son dossier, tout. » Sa voix était glaciale, la même qu'elle utilisait pour les négociations hostiles et les prises de contrôle. Le dossier était arrivé en moins d'1 heure. Julien Rousseau, 38 ans, veuf, une fille de 5 ans, équipe de nuit, maintenance, évaluations exemplaires, aucune plainte. Élise avait fixé longuement la photo agrafée au dossier. Un homme au menton carré, aux yeux fatigués, le genre d'homme qui avait vu trop de choses et qui continuait quand même. Elle reconnaissait quelque chose dans ce regard. Elle le voyait dans son propre miroir chaque matin depuis 3 ans. Fait-elle le monter dans mon bureau? Avait-elle dit à son assistante. Maintenant,
Julien n'était jamais monté au-dessus du 20e étage. L'ascenseur montait en silence, chaque chiffre qui défilait ressemblait à un compte à rebours vers une sentence. Ses mains étaient propres à présent, il les avait frottées 3 fois dans les toilettes du sous-sol, mais il sentait encore le fantôme de la graisse sous ses ongles, la preuve invisible de qui il était et de l'endroit où il appartenait. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'accueil qui valait plus que son salaire annuel. Marbre, lustres en cristal, une vue sur Paris qui rendait tout ce qui se trouvait en bas minuscule et insignifiant. L'assistante qui l'escorta ne croisa pas son regard. Elle se contenta de désigner une porte au fond du couloir et s'éloigna. Élise Moreau se tenait derrière son bureau comme un général avant la bataille. Elle était grande, plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Pommette saillante, cheveux blonds, tirés en un chignon sévère. Son tailleur coûtait probablement plus cher que sa voiture. Ses yeux étaient gris comme un ciel d'orage hivernal, froid, distant, indéchiffrable. Julien avait déjà vu ses yeux sur les portraits officiels accrochés dans le hall d'entrée. Mais en vrai, c'était différent. En vrai, il y avait quelque chose derrière la glace, quelque chose qui bougeait comme un animal blessé, essayant de ne pas montrer sa faiblesse. « Monsieur Rousseau », sa voix a-t-il été tranchante, professionnelle. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Julien déglutit. « J'ai une petite idée, madame. Votre fille, elle prononça le mot comme s'il lui brûlait la langue. Elle vient travailler avec vous. Ce qui est contraire au règlement, contraire à toutes les règles de cet immeuble. Oui, madame, je sais. Je suis désolé, je ne voulais pas. Je ne veux pas d'excuses. » Elle le coupa d'un geste de la main. « Je veux des explications. Pourquoi votre fille m'appelle-t-elle maman ?» Voilà, la question qu'il redoutait depuis l'ascenseur, depuis que les murmures avaient commencé. Depuis qu'Emma avait pointé cette femme du doigt avec de la joie dans les yeux. Julien inspira profondément. Il aurait pu mentir, dire qu'Emma était confuse, qu'elle appelait tout le monde maman, que ça ne signifiait rien. Mais il regarda Élise Moreau, debout dans son armure de soie et de pouvoir, et il vit le tremblement de ses mains, la tension de sa mâchoire, la façon dont ses yeux glissaient sans cesse vers quelque chose sur l'étagère derrière elle, une vitrine en verre, quelque chose de rose à l'intérieur. « Vous pensez que je l'ai poussé à le faire ?» dit-il doucement, ce n'était pas une question. L'idée m'a traversé l'esprit. Sa voix était aiguë mais fragile. Un père célibataire qui travaille de nuit, qui peine à joindre les deux bouts et soudain, sa fille appelle la PDG d'une entreprise de 2 milliards d'euros maman devant témoins. C'est une sacrée coïncidence. Julien sentit quelque chose monter dans sa poitrine, pas exactement de la colère, mais quelque chose de proche, de la protection, de la fierté. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne savais même pas qui vous étiez jusqu'à la semaine dernière. Emma vous appelle maman parce qu'elle pense que vous en êtes une. C'est la seule explication que j'ai. C'est ridicule. Je n'ai pratiquement pas adressé 2 mots à cet enfant. Je sais, c'est ce qui rend la chose si... » Julien chercha le mot juste. Troublante. Julien regarda de nouveau la vitrine, ses minuscules chaussures roses à l'intérieur, et une compréhension froide s'installa dans son ventre. « Savez-vous comment ma fille définit une maman, Madame Moreau ?» L'expression d'Élise vacilla. « Quoi ? Sa mère est morte il y a 3 ans. Accident de voiture, Emma avait 2 ans. Elle ne se souvient de rien, pas de souvenir, pas de visage, rien. Alors je n'ai pas pu lui expliquer à quoi ressemblait une maman. J'ai dû lui expliquer ce qu'une maman fait. » La voix de Julien était calme maintenant, la voix qu'il utilisait pour lire les histoires du soir, pour expliquer les vérités difficiles. Je lui ai dit, « Une maman, c'est quelqu'un qui s'agenouille quand tu tombes. Quelqu'un qui lasse tes chaussures et vérifie 2 fois, parce qu'une seule fois, ce n'est jamais assez. Quelqu'un qui te regarde comme si tu étais la chose la plus importante dans la pièce. Quelqu'un qui sourit quand il te voit, même quand tout le reste s'écroule. Non. » Le visage d'Élise avait blêmi, sa main se crispa sur le bord du bureau. Depuis ce jour, Emma cherche une maman partout. Elle a appelé sa maîtresse d'école comme ça une fois, notre voisine Madame Petit 2 fois. Elles l'ont toutes corrigée. Non, ce n'est pas ta maman. Et elle l'a accepté. Julien planta son regard dans celui d'Élise, gris d'orage contre brun de terre.
Mais avec vous, elle ne l'accepte pas. Avec vous, elle est sûre. Et je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à ce que je vous voie cette nuit-là dans le parking. Quelle nuit, murmura Élise. La nuit où elle est tombée, la nuit où vous avez noué ses lacets. Julien fit un pas en avant, puis s'arrêta. Vous vous êtes mise Dacus, et s'abassait d'auteur. Vous avez attaché les lacets, lentement, soigneusement, puis vous avez tiré dessus 2 fois. Et quand vous l'avez regardé, sa voix se brisa légèrement. Quand vous l'avez regardé, votre visage a changé. Juste une seconde, vous avez souri. Je ne pense pas que vous vous en soyez rendu compte, mais Emma l'a vu, et ça a suffi. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise, traçant des sillons silencieux à travers son maquillage parfait. Pour la première fois depuis 3 ans, elle se laissait voir. « J'ai arrêté d'être une mère le jour où Léa est morte, dit-elle, la voix brisée. J'ai arrêté d'être quoi que ce soit. » Elle marcha jusqu'à l'étagère et ouvrit la vitrine. À l'intérieur, les minuscules chaussures roses de sa fille, préservées comme des reliques. Votre fille m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Elle m'a regardé comme si j'étais sa mère. Et quelque part, dans un parking à minuit, vous avez fait tout ce que j'avais défini comme maternel. Vous êtes la première personne depuis moi à avoir fait sentir à ma fille qu'elle comptait. 6 mois plus tard, les dîners du samedi étaient devenus une tradition. Emma n'appelait plus Élise maman. Le mot avait évolué en Madame Élise, puis s'était raccourci en Élise tout court, un prénom qui faisait sourire la PDG d'un empire de 2 milliards d'euros chaque fois qu'elle l'entendait. Et Emma avait enfin accepté de changer ses chaussures roses. Cette histoire nous rappelle que parfois, les enfants voient ce que les adultes ont oublié. L'humanité derrière les masques, la bonté derrière les blessures, l'amour derrière les murs que nous construisons. Elle nous enseigne qu'une maman n'est pas seulement celle qui donne la vie, mais celle qui la nourrit par ses gestes quotidiens, ses attentions sincères, sa présence aimante. Emma avait raison depuis le début. Elle avait trouvé une maman dans cette femme brisée qui lassait les chaussures 2 fois, parce qu'une fois, ce n'est jamais assez. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que l'amour parental peut prendre des formes inattendues, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui célèbrent les liens humains les plus profonds.